Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, on est samedi le 8 juin et on est en 5 à 7 pour le vernissage des 3 expositions qui vont être présentées ici au Carrefour culturel Paul-Médéric jusqu'au 4 août. Les 3 expositions qui seront présentées sont Renaissance de Marie Walsh, La transparence du souvenir d'Yvan Lafontaine et Habiter la ville du festival Le Festif. Bonne émission. La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Renaissance. C'est Mme Marie Walsh qui est avec moi, qui est ici pour présenter son exposition. Bonjour Mme Walsh. Bonjour Pascal. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on commence par parler de votre exposition? Peut-être avant de parler de vous. Vous l'avez appelée Renaissance. Pourquoi? Expliquez-moi. OK. Bien, en fait, moi, je fais des tableaux depuis près de 10 ans, puis j'ai commencé au Costa Rica. J'étais allée là-bas pour faire mon terrain de maîtrise, puis finalement, je me suis ramassée coordonnatrice d'un centre d'art communautaire. Et puis là-bas, c'est là que j'ai vu que les gens étaient intéressés à acheter mes produits artistiques. Donc, quand je suis revenue de là-bas, j'ai commencé à peindre beaucoup des paysages. Là, dans le fond, j'allais, supposons, à l'extérieur sur le bord d'une rivière, puis je peignais la rivière. Puis je me suis rapidement détachée dans le fond, de l'extérieur pour m'en aller vers l'intérieur. Donc, j'ai commencé à peindre rapidement en abstrait, principalement de la gestuelle puis de la couleur, sur la thématique de l'ordre et du chaos. Mais c'était un état humain de recherche de l'ordre. Non, c'est pas ça, c'est la recherche de l'ordre à travers le chaos, en passant par la couleur. OK. Fait que j'étais beaucoup dans les états humains pendant 10 ans. J'ai fait aussi des représentations plus figuratives, là, influence un peu corneau, mais toujours par rapport aux états humains. OK? Puis j'ai fait aussi des poses sportives beaucoup en relation avec les états humains. Comme par exemple, j'ai une golfeuse qui s'appelle la visionnaire, mais c'est parce que quand tu es visionnaire, tu as un trou, puis tu vas loin. Fait que j'ai exploré cette thématique-là pendant 10 ans, puis ça s'est, on va dire, finalisé par une collection que j'ai appelée Renaissance, là, on ne voit pas en arrière de moi, là, mais elle est présente au musée. Donc, c'est une collection très épurée où je me suis sentie un peu libérée de la couleur, en fait, parce que c'était peut-être un peu lourd d'essayer d'ordonner ce chaos-là. OK. Fait que je suis tombée dans un univers de blanc, parce que le blanc, c'est le vide, mais en même temps, c'est l'univers des possibilités. Donc, c'est un état d'esprit, en fait. Et puis, dans cette collection-là, il y a toujours un petit personnage qui est accroupi en position fétale. Ah oui. Donc, ça, c'était un début d'ouverture à quelque chose de nouveau, un petit peu. Fait qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps. Oui. Puis en même temps, je suis vraiment rentrée dans l'univers de la matière, c'est-à-dire que dans ces tableaux-là, vous allez trouver du bois. Les tableaux sont faits, vous allez avoir du bois. Comme médium. C'est ça, du bois, du métal, il y a du plâtre, de l'argile, de la roche. Donc, c'est très, très, très matière. Donc, ça a été pour moi une entrée dans le domaine de la matière qui s'est poursuivie, dans le fond, par la suite dans mon travail. OK. Puis justement, les œuvres qu'il y a derrière vous, comme vous dites, sont différentes de l'autre série qui est facilement là, remarquable ici. Pouvez-vous m'en parler de celle-là? Qu'est-ce que c'est exactement qu'on voit derrière vous? Oui, bien ça, c'est la série que j'ai faite après la série Renaissance. Donc, j'ai eu un retour à la couleur, on pourrait dire. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que moi, depuis 2014, que je fais ma peinture moi-même à partir de pigments secs. Au début, c'était parce que quand on fait de l'abstrait, surtout dans l'expression, on veut beaucoup de peinture, puis trouver de la peinture de qualité en grande quantité, c'est difficile. Puis je ne voulais pas utiliser de la peinture de mur parce que c'est pas la qualité n'est pas là, puis la couleur se ternit avec les années. Là, on a tout eu notre petit espace de tableau qu'on a laissé sur le mur, puis on l'a enlevé, puis le spot en arrière n'était pas de la même couleur. Là. Oui, tout à fait. Fait que pour m'en sortir, il a fallu que je commence à faire ma peinture moi-même en achetant des pigments de qualité artistique, puis en mélangeant ça avec ma peinture acrylique. Et puis là, dans le fond, je me suis rendu compte avec mon intérêt pour la matière que les pigments n'étaient pas tous pareils. J'en avais des collants, j'en avais des fois qui avaient l'air sec puis mouillé en même temps, j'en avais qui étaient volatiles, j'en avais que je sentais le grain de sable dedans. Oui. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à la matière derrière la couleur, ce qui m'a amené à, dans le fond, écrire un livre de recettes OK. sur chacun des pigments
que j'avais, mais sans Sur pigment. comment faire sa peinture soi-même. Exactement. Parce que chaque pigment étant ce qu'il est, bien, chaque pigment va demander une quantité différente de pigments, dans le fond, pour faire une recette. Puis en même temps, bien, j'ai fait une recherche sur l'origine de chaque pigment. Oh là là! Pour me constituer, dans le fond, moi, j'appelle ça des swatchs. C'est comme, en fait, dans mon atelier, j'ai 100 cartons, à peu près grands comme ça, de chaque couleur. Échantillon, finalement. Exactement, des échantillons de mes recettes. Fait que quand j'arrive pour choisir une couleur, bien, je choisis parmi mon éventail que j'ai devant moi. Et puis ce travail-là, en fait, pour me libérer de... Moi, je pense que mon travail est foncièrement une épuration graduelle. Tu sais, je me suis libérée de l'extérieur. Après ça, je me suis libérée du geste expressif. Et puis ça, bien, c'est des couleurs qui sont mises sur des pastilles de plâtre. C'est du moulage de plâtre qui est collé là. Donc, je peux me concentrer uniquement sur la couleur. J'ai plus la gestion de la forme, je vais dire, ou de... En tout cas, elle est moins présente qu'avant, là, quand je faisais de l'abstrait. Oui. Est-ce qu'on essaie toujours de mettre de l'ordre dans le chaos ou moins, on accepte c'est ça. mieux? Oui, c'est ça exactement, parce que la forme est déjà là, fait que je suis plus uniquement, dans le fond, dans la couleur. Oui. Fait que ça ressemble à ça, là, ce travail-là. Donc, tantôt, vous avez parlé que, dans le fond, la série Renaissance a commencé un peu au Costa Rica. Mais c'est quoi votre démarche? Depuis quand vous voulez peindre? Depuis quand vous savez que vous êtes une artiste? Comment c'est rentré dans votre vie? C'est pas mal à ce moment-là, je pense. Oui, c'est vraiment là-bas parce que, en fait, moi, j'étudiais plus pour être en pédagogie. Puis là-bas, en fait, il y avait pas... Il fallait que je commence par faire du bénévolat quelque part pour me trouver du travail. Fait que quand tu vas faire du bénévolat, excuse-moi, tu vas pas faire n'importe quoi, hein? Quand tu commences en faisant du bénévolat, tu vas faire vraiment quelque chose que tu aimes. Puis moi, j'allais au centre d'art communautaire. Puis à un moment donné, il y a une Américaine qui est partie. J'ai commencé à travailler là. Et puis, là, c'est ça. Puis après ça, vu que c'était un petit village, j'ai été comme catégorisée d'artistes rapidement. Puis c'est comme si la communauté m'a emmenée vers ça. C'est pas vous qui avez choisi les arts, c'est les arts qui vous ont choisi. Oui, exactement, c'est ça. C'est pas le filon de l'argent là, qui m'a mené au niveau de la carrière. Puis dans vos techniques, c'est la même chose. Vous avez commencé par des pigments achetés, comme vous disiez, pour finalement arriver à prendre des couleurs naturelles presque entièrement ou comment vous les choisissez, vos pigments? Oui. Bien là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant ma recherche sur l'origine des pigments, bien là, je me suis rendu compte qu'il y a une partie des pigments qui viennent du sol. C'est des minéraux. Ou c'est de la terre. Puis même, je peux en acheter. Là, tu peux acheter de la terre verte de Chypre, de la terre verte de Chypre. Il y a de la terre verte d'Italie. Puis tout ça, fait que là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait autour de chez moi, là, parce que veux pas, on vit à une époque où on se pose plus des questions par rapport à ce qu'on consomme. Oui. Puis à l'environnement. À l'environnement. Oui. Puis ce qu'on produit comme déchets aussi. Donc moi, en tant qu'artiste, je consomme beaucoup de couleurs et je consomme de la peinture, entre autres de la peinture acrylique. Donc, ça m'a amené à me questionner là-dessus, puis je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec ce qui était disponible dans mon environnement personnel. Puis le lien qu'on a, dans le fond, un petit peu tous, d'être plus attachés peut-être à la Terre ou préoccupés par notre planète. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Cap-Rouge, parce que je suis native de là, sur la plage dans le quartier, puis j'ai ramassé des roches là-bas. Puis il y a, entre autres, à Cap-Rouge, l'espèce de roche rouge, là, c'est du schiste, je pense. Donc, j'ai fait mes propres pigments naturels à partir de minéraux québécois. C'est ça, il y a des œuvres ici qui sont exposées, que j'ai faites à partir de ça. Toujours en conservant les pastilles de plâtre, mais on sent quand même, là, les gens qui ont déjà visité l'endroit, on sent l'endroit à travers le rendu, mais les pigments proviennent, dans le fond, ce sont des pigments naturels que j'ai broyés moi-même. Dans l'idée de d'amener un petit peu justement la valeur de la terre, puis de l'environnement, puis de la nature, on va dire de l'élever au niveau de l'art, puis au niveau de nos préoccupations, puis de nos valeurs, puis de l'amener dans le fond à l'intérieur chez les gens pour créer un contact peut-être un petit peu plus direct avec cette terre-là.
Est-ce que ça veut dire que vous vous promenez partout au Québec un peu à la recherche? Bien, c'est ça que je vais faire cet été, là. Okay. Mon projet cet été, c'est ça, là. Je veux vraiment trouver des lieux particuliers parce que je cherche des lieux d'attachement. Les gens qui sont attachés à un lieu particulier, m'inspirer de ce qu'il y a là-bas comme ressources naturelles pour en créer de la couleur puis créer une œuvre à partir de ça. Puis ce que je veux explorer aussi, c'est parce que les pigments organiques, dans le fond, qui ne sont pas minéraux, tu sais, les couleurs qui viennent des plantes, puis tout ça, c'est une autre catégorie de pigments là, qui sont créés à partir de molécules de carbone. Là, c'est la chimie, la pétrochimie, en fait. Là. Mais il y a entre autres Jason, je m'en souviens plus de son nom de famille, mais il y a un artiste à Toronto qui fabrique des encres naturelles à partir, supposons, de petits fruits et tout ça. Oui, fait que je veux regarder ça là, pour voir là, au niveau de la recherche, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça, pour peut-être regarder justement sur le territoire québécois, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à intégrer dans des œuvres. Puis aussi regarder peut-être pour la tempéra à l'œuf, parce que le médium acrylique, c'est du plastique en fait. L'acrylique, c'est du plastique. Oui. Essayer de voir au niveau de la tempéra à l'œuf qu'est-ce qu'il y a à faire, quelque chose de durable, puis tout ça. C'est vraiment un beau cheminement. Donc, je comprends bien, vos plans, c'est vraiment de continuer là, dans cette lignée-là. Oui. Oui. Je pense que c'est actuel comme préoccupation, puis l'art, à quelque part, je pense qu'il y a un rôle peut-être d'élever les consciences ou de... Oui, c'est ça, il faut que ça soit représentatif de notre époque aussi, puis de nos valeurs. Oui. Vous avez vraiment très raison. Est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous influence? Bien, c'est ça, au niveau là, présentement, je ne le sais plus, dans le sens où je n'ai pas d'autres artistes, parce que mon travail a beaucoup été comparé à celui de Corneau. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai des influences de Corneau. Puis sinon, c'était Jean-Pierre Lafrance au niveau de l'abstrait. Mais présentement, on dirait que ma libération de la couleur, on dirait que je suis comme sortie de moi. Okay. Tu sais, dans ma tête, je suis comme plus dans le tableau, là. Je veux mettre en valeur la nature, mais sans que moi, ma présence soit beaucoup là. Tu sais, c'est comme si j'avais laissé ma place à quelque chose que je pense qui est plus grand puis plus important que moi. Oui, c'est quasiment une œuvre méditative. Là. Vous la faites avec un certain détachement, si je comprends bien. Oui, c'est ça, exactement. Pour les gens qui ont un lieu naturel qui privilégient, pour ramener cette terre-là à l'intérieur de la maison, parce que souvent, on a des styles de vie qui rendent difficile là, le contact avec cette nature-là, mais je voulais que ça soit plus la vraie nature qu'une représentation. Tout à fait, tout à fait. Oui, fait que vraiment partir de la matière pour l'amener à l'intérieur. C'est plus l'essence du lieu, finalement. Exactement, c'est ça. C'est tout au niveau du sens. Dans ma tête, ça fait plus de sens. Mon travail fait plus de sens que ce que je faisais avant. Oui. Au niveau de... Oui, c'est ça. Fait que là, présentement, je le sais pas vraiment. Tu sais, je peux pas... j'ai l'impression que je suis branchée sur d'autres choses que j'étais avant. Puis ça fait du bien. Mais ce qui m'inspire, c'est ça. Vous avez trouvé votre propre style? Oui, peut-être. Donc, bien sûr, on invite les gens à venir voir l'exposition ici. C'est jusqu'au 4 août. C'est de toute beauté. Je vous remercie beaucoup. Mais si les gens veulent entrer en contact avec vous, est-ce qu'il y a un moyen de vous trouver par Internet? Avez-vous un site Internet? Oui, j'ai mon site Internet. Dans le fond, c'est mariouage.ca, www.mariouage.ca. Je suis aussi sur Facebook, LinkedIn et puis Instagram et puis aussi YouTube. Là, j'ai commencé à faire un petit peu des petites vidéos. Là. Ah ben oui, mais on incite les gens aussi à aller voir. Ça va leur donner une idée de votre travail, finalement. Exactement. Puis j'ai mon petit livre. Je ne sais pas si on le voit. Là, oui. Le petit livre, dans le fond, je vais mettre ça en vente sur Amazon d'ici la fin de l'année. J'ai un petit peu de validation à faire. Fait que tous ceux qui sont intéressés à fabriquer leur peinture eux-mêmes, ou en savoir plus sur l'origine des pigments. Tous ces pigments-là s'achètent à Montréal. Puis c'est ça, je suis en attente. Là. Il y a un éditeur américain là, qui est intéressé à le publier là, pour 2020 en anglais. Là, parce que, bon, au Québec, la culture du pigment... en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, ils en vendent chez Walmart des pigments secs. Okay. Ici, des fois, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Là. Fait que c'est ça.
Hey, c'est génial. Donc, bonne chance aussi pour la publication de votre livre. Et puis, c'est ça, on invite les gens à venir. Félicitations, vraiment une belle exposition. Merci beaucoup, Pascal. Merci.
La dernière exposition à présenter aujourd'hui s'appelle « Habiter la ville » et c'est présenté par le festival Le Festif. J'ai avec moi Clément Turgeon-Thériault, très connu, qui est le directeur général et artistique de l'événement, pour me parler de l'exposition. Bonjour. Salut Pascal. Plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi. C'est une joie. Commencez donc pour me dire pourquoi vous avez décidé de faire une exposition. C'est notre 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'on fait le festif, puis on avait envie de faire différentes activités pour souligner ça. On est passé à vouloir faire un livre. On avait des grands projets, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu exagéré. Pour un 10e, on s'est dit la meilleure façon de le faire, c'est d'exposer les photos magnifiques qu'on a. On a 4 photographes, Francis Gagnon, Jérôme Kearney, Caroline Perron, Louis Laliberté, qui font un travail exceptionnel. On s'est dit, on a tellement des belles photos que la meilleure façon de le faire, c'est en montrant ces photos-là. C'est vraiment comme ça qu'on a décidé de faire l'exposition. OK. Donc, dans le fond, on retrouve ici des photos des 10 années par les photographes officiels, finalement, de l'événement. C'est ça? Exactement. Il y a la première édition qui n'a pas de photos comme telle parce que c'était mon père, le photographe. On n'avait pas de photographe. Donc, on a fait aussi une ligne du temps qui explique, qui raconte un peu les étapes importantes des 10 premières années. Donc, ça, c'est la meilleure façon de comprendre les premières éditions. On a moins de documentation là-dessus, mais vraiment à partir, surtout de la 3e, là, tout est représenté à partir de la 3e édition. Puis justement, la ligne du temps, si on prend la peine de le lire, est-ce qu'on va retrouver des anecdotes? Est-ce qu'on va retrouver des moments cocasses? Oui, quand même. Entre autres, que le festif s'est créé dans la roulotte à ma mère, que j'ai pris mes prêts et bourses pour payer les premières dépenses du festif. Donc, il y a différentes anecdotes comme ça, surtout en lien avec la création. Là, on voulait que les gens comprennent le contexte. Puis si les touristes s'intéressent aussi, bien, au moins, en lisant ça, là, ils vont comprendre les photos ont été prises dans quel contexte. Oui. D'ailleurs, comment vous avez fait pour faire la sélection des photos? Vous devez en avoir des milliers. Oui, c'est pas les photos qui manquent. On a essayé déjà d'y aller par thématique. Donc, on avait la thématique spectacle, tout simplement. Puis à travers les spectacles, on s'est dit, on va essayer de faire des thématiques. On a la thématique Habiter la ville, qui est le nom de l'exposition. Donc là, on s'est dit, on va mettre en valeur des photos qui montrent que le festif est vraiment dans la ville. Donc, la rue Saint-Adolphe, sur des balcons de maison, dans le garage du curé, des trucs comme ça. Il y a la thématique party. Donc là, on montre justement, il y a beaucoup de gens, surtout de la population, qui, eux, viennent à la scène principale, mais qui ne comprennent pas que à partir de 23h30, il y a un monde nocturne au festif. Il y a un monde en soi qui commence à partir de 11h30, minuit. Donc, ça, on l'a mis de l'avant. On a mis la thématique aussi, les dessous du festif. Donc, on voit nos bénévoles en action, le côté célébration. Donc, vous avez un mur qu'on a construit qui montre l'équipe après le festival. Donc, ça vous montre à quel point on est sur un high incroyable après avoir livré la marchandise, finalement. Donc, on a séparé en thématique. Fatigué, mais toujours sur l'adrénaline. Oui, c'est ça. Donc, on a séparé en thématique, puis on est allé chercher ce qui était, pour nous, le plus représentatif. Puis sur la 50aine de photos, c'est presque toutes des scènes différentes. Donc, on voulait aussi montrer que le festif, c'est pas juste la scène principale. On a utilisé à peu près 50 sites différents depuis le début. Donc, ça, c'est... Je pense que c'est assez, avec beaucoup d'originalité, d'ailleurs. Oui. Puis cette année, on va en avoir des nouveaux encore. Donc, c'est ça. On voulait que l'exposition rende hommage à la diversité des sites, puis des artistes, puis de l'offre artistique du festival. OK. Pendant que j'ai la chance de vous avoir avec moi, j'aimerais savoir comment cette idée-là est apparue. Ça a été vraiment sur un coup de tête. C'est les 25 ans du Cirque du Soleil qu'il y a eu l'éveil du géant. Puis là, ce soir-là, cette nuit-là, il y avait les feux d'artifice au quai. Il y avait la chanson Allegria et j'ai vécu une expérience mystique avec cette chanson que j'ai écoutée en boucle pendant 3 ans après ça, je pense. Oui. Et ce moment-là, j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire. Je voulais reprendre un peu l'héritage du cirque, le festival La Fête foraine. J'étais à peine au courant que la Fête foraine existait. Donc là, j'ai découvert toute une espèce d'historique autour de ça. Puis là, on le dit dans la ligne du temps, à 3 heures du matin, par hasard, le maire Jean Fortin passe dans la rue. Il revenait du party du Cirque du Soleil. Et là, j'ai eu une discussion avec lui, puis tout s'est enchaîné à partir de là. Mais c'est vraiment sur un coup de tête. Donc, dès le départ, vous avez senti une ouverture, que vous alliez peut-être pouvoir faire des partenariats, qu'il y avait peut-être de quoi de possible. Oui, vraiment. Puis j'ai parti ça naïvement comme ça, entre autres avec Anne-Marie, qui est encore dans le festival qui a fait l'exposition en grande partie. Donc, c'est vraiment un coup de tête comme ça. Puis c'est la meilleure façon parce que
on a pris plein de décisions insensées qu'on n'aurait pas pris si on avait pris un cours en gestion et tout ça à l'université. Là, on aurait tout couché sur papier. Là, on le fait sans réfléchir. Donc, vous êtes des vrais autodidactes. Oui, oui, tout à fait. Passionnés. Oui, oui. Donc, c'est ça qui a amené... Oui, oui, vraiment. Puis c'est ça, je pense que le secret de l'événement, c'est qu'on le pense de façon plus artistique que de façon business ou monétaire. Donc, on fait plein de concepts, des trucs, des fois, qui ne vont pas nous rapporter sur le moment, mais qui font que le festif est le festif. Puis ça, au final, ça rapporte. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut certainement être un grand mélomane pour... Oui, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Oui, donc comment on fait ça, une programmation? Ça doit demander des millions d'heures d'écoute, Oui, bien, c'est un travail à long terme, parce que des fois, il y a des artistes que je vais découvrir en 2014, puis que je vais me dire, bon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas le fit pour l'édition 2014, mais je vais finir par les inviter en 2017. Donc, il y a une espèce d'emmagasinage qui se fait dans mon cerveau pour me rappeler que tel artiste, j'avais découvert ça en 2014, là, ça marche en 2017. Je l'ai fait venir, puis après, je me fais une grille, une immense grille avec plein de possibilités, plein d'options. Donc là, je me dis, la scène des jardins, je veux Jean Leloup. Là, finalement, j'ai pas Jean Leloup, donc la première partie ne fonctionne plus. Là, j'inverse mes options, puis c'est carrément un casse-tête. Est-ce que c'est surtout les artistes qui vous envoient leur dossier ou c'est surtout vous qui téléphonez aux agents des artistes? C'est un mélange des deux, mais c'est beaucoup. Moi, c'est beaucoup de la découverte. Là, donc, souvent, il y a beaucoup d'artistes que je fais venir des quatre coins du monde, là, puis que j'ai découvert en faisant des recherches. Donc, j'essaye plus de trouver que d'attendre que les gens nous écrivent, mais souvent les gens nous écrivent, puis on en fait des découvertes aussi. Mm-hmm. Mais on n'attend pas de se faire écrire. J'essaie de découvrir, puis avec Internet, c'est vraiment rendu facile de découvrir des artistes inconnus de l'Algérie ou du fin fond des États-Unis. Vraiment. Ouais. Puis on a la chance de les découvrir grâce à vous, parce que si vous n'existeriez pas, on ne pourrait pas avoir accès à ça à Baie-Saint-Paul, ça c'est sûr. Après 10 ans, est-ce que vous avez des coups de cœur, des moments là, vraiment particuliers? Je dirais l'année dernière, moi, où j'ai vécu le seul moment où j'ai pleuré. Je pleure rarement en écoutant de la musique, mais c'est le spectacle au lever du soleil. Donc, on a fait un spectacle derrière les champs de l'Hôtel Germain à 4h30 du matin. On s'attendait à rien. On s'est dit, on va être 14 au spectacle. Il y avait à peu près 450 personnes. Moi, j'ai comme découvert, je me dis, tu sais, premièrement, jamais ça aurait pu arriver, ce moment-là, à 4h30 du matin, si on n'avait pas décidé de le faire. Puis ça m'a comme reconfirmé toutes les possibilités qu'on a encore devant nous pour faire vivre des émotions aux gens. Puis ça a été, je pense que ça a été un des moments marquants. Là, puis ça s'est passé à la 9e édition. Donc, je me permets d'être encore surpris après 9 ou 10 ans. Donc, c'est prometteur. Là. Oui. Ouais. On va couper parce que j'ai pas d'idée d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il y avait les plus grandes déceptions. Ah, OK. Et vu qu'on parle des 10 ans, est-ce qu'il y a des moments qu'on regrette? Est-ce qu'il y a des moments qu'on n'aurait pas dû... Oui, des déceptions, il y en a plein. Il y a le fameux Jean Leloup qu'on répète à chaque fois, des groupes qu'on a eus qui finalement ont cancellé, Brandvan 3000 entre autres, qui était comme... un hit qu'on était content de faire revenir. Il y a beaucoup des déceptions. Il y a souvent des moments où on se dit peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre cet artiste-là à cet endroit-là. Il aurait dû être à un autre endroit. Donc ça, c'est plus des déceptions du côté de programmateur, je dirais. Mais c'est souvent ça. Tu sais, les déceptions, c'est des trucs que les gens ne savent pas, des groupes qu'on a presque signé Jean Leloup pour cette année à Scoop. On l'avait presque signé, on attendait le contrat. Et il s'est désisté du jour au lendemain. Puis ça, on peut pas le dire au public. On avait Jean Leloup. Puis, fait que ça, c'est souvent des déceptions comme ça que les gens ne savent pas. Des artistes qu'on travaille depuis des années qui, à la dernière seconde, vont finalement décider de ne pas venir au festival. J'avoue, les Baie-Saint-Paulois, on attend tous le retour de Jean Leloup. on l'attend aussi. J'ai même été son voisin à Montréal par hasard il y a quelques années. Donc, j'ai eu l'occasion de le côtoyer? Oui, de le côtoyer. Puis c'était un grand hasard de la vie. Je me suis dit, c'est probablement pas pour rien, mais depuis ce temps-là, on n'a toujours pas réussi à l'avoir. Mais au moins, on a passé proche. Ah, OK. Ouais. C'est vraiment génial. Donc, dans l'exposition Habiter la ville, on retrouve des photos, mais il y a aussi d'autres choses, je pense. Hein? Oui. Bien, il y a la ligne du temps, il y a des vidéos aussi. Il y a une borne où vous pouvez voir des premières entrevues de nous malhabiles devant les caméras, donc jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi de la musique de
de nos artistes en continu. Donc, quand vous venez, vous vous plongez un peu dans l'ambiance. Il y a des objets, il y a le fameux costume de hivernal, le fameux gorille, il y a le piano qui a été utilisé pour nos spectacles surprises depuis les 5 dernières années, donc qui est ici. Puis vous voyez des photos justement des spectacles. Il y a des grilles aussi de travail, donc vous voyez vraiment comment on monte le festival. Ça vous montre qu'on utilise beaucoup de notes, beaucoup de marqueurs, beaucoup de couleurs. Donc ça, on voulait que les gens voient aussi un peu les dessous de l'événement. On a les affiches des 10 éditions, donc il y a plein de choses comme ça. Oui. Ouais. En plus d'articles de journaux, en plus de... il y a beaucoup de matériel qui nous permet vraiment là, de rentrer dans le sujet du festival. Oui, puis on l'a vraiment fait à la base pour les gens d'ici. Donc, on espère que la population va se déplacer. Là, on veut que les gens revivent des moments aussi qu'ils ont vécu ou découvrent des moments qu'ils ne connaissaient pas. Donc, bien sûr, on va tous s'amuser, essayer de se trouver sur les photos. Oui. Et je vous remercie, M. Turgeon. Ce fut vraiment un plaisir. Puis, ça vaut vraiment la peine que les Baie-Saint-Paulois se déplacent. C'est du beau travail. Merci.
Alors, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la culture en action. Bien sûr, je vous invite à venir voir les 3 expositions qui ont été présentées tout à l'heure dans l'émission, soit Renaissance de Marie Walsh, La transparence du souvenir d'Yvan Lafontaine et Habiter la ville du Festival Le Festif. Bien sûr, j'ai toujours également mes expositions permanentes, donc ça vaut la peine aussi de venir voir le Studio Trad sur les textiles charlevoisiens, apprendre les techniques, les découvrir, et aussi Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience, sur l'histoire, le patrimoine de Baie-Saint-Paul, mais aussi des villes environnantes. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.